Vous écoutez CKRL au 89.1 et pour clore cette émission de Futur Simple consacrée à la disparition d'espèces animales, Jean-Daniel Doucet, notre chroniqueur 100% chimique, nous propose un retour vers le futur, Back to the Future. Oui. Alors, des espèces éteintes pourraient être ressuscitées grâce aux outils de la biochimie et de la génétique moderne. Alors, bonjour Jean-Daniel. Bonjour François. Alors, Jean-Daniel, est-ce que Jurassic Park est en train de devenir réalité? Ben presque, François. En fait, il y a des chercheurs qui proposent sérieusement de ramener à la vie des espèces qui sont disparues. Et littéralement, on se croirait presque dans un film de science-fiction. Hein. Il y a d'ailleurs, mais tout ça c'est très sérieux. Hein. Il y a le prestigieux National Geographic qui a organisé une conférence TEDx à Washington le 15 mars de l'an dernier pour débattre du sujet. Donc c'est vraiment un sujet très très chaud, très très d'actualité. Ben d'ailleurs, on n'a pas aussi entendu parler cette année d'un mammouth qu'on voulait ramener à la vie? Mais oui, il y a certains biologistes qui parlent de ressusciter le mammouth. Alors, on parle aussi du fameux tigre à dents de sabre qu'on voudrait ramener, de l'auroch, l'ancêtre des vaches d'aujourd'hui, et de plusieurs autres animaux qui pourraient être ramenés à la vie et qui ont déjà disparu. Plus près de nous, là, il y a entre autres, on en parlait en début d'émission, la fameuse tourte qui n'est pas l'oiseau de la tourtière, mais qui par contre a été à une époque l'oiseau le plus abondant en Amérique du Nord. Et malheureusement, cette espèce-là s'est éteinte en 1914 et aujourd'hui, on espère peut-être pouvoir la ramener. Alors, il faut d'abord savoir que pour cloner ou ressusciter une espèce, elle doit être disparue il y a tout au plus 10 000 ans. OK. Et pourquoi? Ouais. Ben, c'est qu'au-delà de cette limite-là, François, l'ADN de notre code génétique va se dégrader. Okay. Donc, il sera plus disponible pour nous. Pour le moment, donc, il faut oublier les dinosaures du parc Jurassique, donc on ne pourra pas rendre réel le film. Parce que ça remonte à trop longtemps. Là. Ça remonte à des millions d'années, exactement. On peut pas ramener les dinosaures. Mais, pour les mammouths, par exemple, qui se sont éteints en Sibérie il y a 3500 ans, eh bien, ça paraît aujourd'hui faisable. D'ailleurs, on a retrouvé cet été un mammouth complet et très bien conservé dans un bloc de glace, ce qui pourrait faciliter la résurrection de l'espèce. Mais comment peut-on ramener des espèces qui ne sont même plus sur Terre? Comment c'est possible techniquement? Eh bien, j'ai posé la question à Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval et un spécialiste en évolution des vertébrés. Et il nous explique brièvement les détails de la désextinction du mammouth. Alors, on écoute l'extrait. On l'écoute. Mais avec le mammouth, vu que l'animal est congelé, c'est dans des conditions relativement favorables pour conserver intact l'ADN. Mais on l'a pas réussi. Puis dans le cas du mammouth, encore une fois, comme vous disiez tantôt, il faudra choisir l'espèce adéquate dans laquelle transplanter le noyau dans un ovule. Évidemment, ça va être une des deux espèces d'éléphants actuels, probablement l'éléphant d'Asie, parce que les analyses génétiques actuelles nous disent que l'éléphant d'Asie est plus proche parent du mammouth que l'éléphant d'Afrique. Mais on sera quand même là avec de l'ADN ancien, conservé dans des conditions pas parfaites, et transplanté dans une autre espèce. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que techniquement on est prêt à faire ça? Je suis pas certain. Mais disons qu'avec les méthodes actuelles, on est capable, c'est pas difficile d'imaginer que si on n'est pas capable maintenant, bientôt on sera capable de faire ça. C'est-à-dire de tricoter le génome, là, de prendre des parties du génome d'une espèce, puis de l'insérer dans une autre espèce. Ces technologies génétiques là, et de biologie du développement, ça évolue à une vitesse phénoménale. Et ce qu'on fait aujourd'hui, il y a même des choses qu'on fait aujourd'hui dont on rêvait même pas il y a 10 ans. Il y a 10 ou 15 ans, quand on a décodé le génome humain, ça a coûté des milliards de dollars. Maintenant, on peut le faire pour quelques milliers de dollars. Puis bientôt, on pourra décoder le génome d'une personne pour 1000 dollars ou pour 200 dollars. Donc, ça évolue tellement vite et comme toujours, comme je disais tantôt, quand la technologie évolue, quand la technologie nous permet de faire des choses, c'est certain qu'on va l'essayer. Alors, c'était le professeur Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval. Absolument. Et comme le professeur Barrette le soulignait, sous ces impulsions-là, sous ces développements technologiques-là, il y a des gens qui ont eu l'idée, qui ont eu le goût de se lancer dans l'aventure de ressusciter une espèce. Et il y a une équipe franco-espagnole qui a tenté la première expérience il y a une dizaine d'années environ.
En 99, l'équipe du docteur Alberto Fernandez Arias avait d'abord identifié Célia, qui était la dernière représentante d'une sous-espèce de bouquetin ibérique, le bucardo en anglais. Et ça, bon, en mots clairs, là, c'était une chèvre sauvage de la région de l'Espagne et de la France qui était en voie de disparition à l'époque. On pose alors un collier traceur à Célia et on la laisse partir. À la mort de Célia, on détecte sa mort grâce au collier et on se précipite sur son corps pour aller congeler rapidement ces cellules qui sont encore vivantes. Ces cellules-là, on va les ramener au laboratoire pour pouvoir les conserver. Et quelques années plus tard, en 2003, l'équipe de Fernandez Arias se sent enfin prête à tenter l'impensable, ramener une espèce à la vie. L'idée était alors de remplacer le noyau d'une cellule de chèvre domestique par celui de Célia, la chèvre bucardo éteinte. Le noyau, c'est là où se trouve l'ADN, c'est ça? Le noyau se trouve l'ADN, donc on remplace l'ADN d'une chèvre sauvage qui existe encore par celle de l'espèce éteinte. De Célia, c'est ça. Exactement. C'est le même principe d'ailleurs que pour le clonage de la brebis Dolly, par exemple. Et les chercheurs ont aussi fécondé plusieurs dizaines d'embryons qu'ils ont ensuite implantés dans des chèvres domestiques. Et grâce à cette méthode, pour la première fois de l'histoire, on a ramené une espèce à la vie. Ça ressemble presque à une histoire de Frankenstein, ça. Mais comment s'en est sortie la petite Célia 2? Eh bien, c'est là que les problèmes commencent. Malheureusement, le clone de Célia est mort après seulement 10 minutes de vie. Oui, quand même. L'animal avait un énorme lobe supplémentaire sur un poumon et la chèvre bucardo, au bout de 10 minutes, a subi une deuxième extinction, une autre première dans l'histoire. Et a-t-on fait d'autres tentatives depuis? Eh bien, il y a le projet australien Lazarus, mené par le professeur Mike Archer, qui a réussi à produire des embryons d'une grenouille australienne qui a disparu pendant les années 80. La technique utilisée leur a d'ailleurs valu une place sur la liste des 25 meilleures inventions de 2013 selon le Time Magazine. Et malheureusement, encore une fois, les embryons n'ont survécu que quelques jours. Donc, la technique n'est pas encore tout à fait au point. Ouais, c'est pas si simple de ressusciter une espèce, surtout que le manuel d'instruction vient pas avec, là. Hein? Absolument. Mais qui l'eût cru, hein, que de ramener une espèce à la vie, ça aurait été si difficile. Notez aussi que, dans le cas de Célia, on avait des cellules fraîches, hein. Alors que pour la plupart des animaux, on possède maintenant que des fragments d'ADN dans les cellules sont mortes bien souvent depuis très très longtemps. Eh bien, il y a le professeur George Church de l'université Harvard qui a proposé une technique originale pour mettre à profit cet ADN ancien. En fait, l'idée, comme nous l'expliquait brièvement M. Barrett tout à l'heure, c'est de tricoter l'ADN d'une espèce cousine proche avec l'ADN de l'espèce éteinte. Par exemple, on pourrait transformer un embryon d'éléphant en mammouth en remplaçant les gènes éléphant qui sont présents dans l'embryon éléphant par des gènes mammouth. Donc, les parties qui sont vraiment spécifiques au mammouth, on insère ça dans le génome de l'éléphant. On place l'embryon génétiquement modifié dans une maman éléphant et hop, on a un bébé mammouth qui s'en vient, qui est au four et prêt à se développer si on veut. Évidemment, malheureusement, la technique a pas encore fait ses preuves, donc encore une fois, de ce côté-là, du travail à faire. Oui, ce fait, il reste encore passablement de travail à faire, mais admettons qu'on parvienne à régler les détails techniques d'ici quelques années. Est-ce qu'il y a des dangers à ramener une espèce éteinte? C'est cette question éthique délicate là que j'ai posée encore une fois à Monsieur Barrett qu'on écoute à l'instant. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de danger de ramener une espèce éteinte. Si c'est une espèce d'un gros animal, par exemple, comme un mammouth ou un ours des cavernes, il n'y a pas vraiment de danger. Et je pense qu'on a au contraire de très bonnes raisons de vouloir faire ça, entre autres pour développer les connaissances, développer les technologies qui éventuellement pourraient servir dans le cas de l'humain ou qui pourraient servir pour gérer des maladies graves chez l'humain. Une raison qui militerait en plus pour dans le bon sens, dans le sens positif, pour faire appliquer ces technologies, c'est que si l'espèce qui est disparue à cause de l'activité humaine, on a une responsabilité, si on veut, de travailler à la ramener. De la même façon que si une espèce est en voie d'extinction présentement
suite à l'activité humaine, ben c'est de notre faute, donc c'est à nous de prendre la responsabilité d'essayer de la sauver et de mettre les ressources pour la sauver. Donc, avec le même argument, si une espèce est disparue relativement récemment, disons dans les derniers 10 000 ans, suite à l'activité humaine, ben ça donne une raison éthique supplémentaire de travailler à la ramener. Mais on est encore loin de ça. Là. Mais disons qu'il y a plusieurs raisons positives et je vois pas vraiment de risques ou de raisons très négatives qui devraient nous empêcher de continuer dans cette direction-là. Alors, Jean-Daniel, est-ce que tout le monde est aussi optimiste que M. Barrett? Eh bien, il y a des scientifiques qui s'opposent carrément à la désextinction des espèces. Ceux-ci vont souligner, entre autres, que la plupart des espèces qui ont foulé le sol de l'humanité se sont éteintes, un peu comme un jour ou l'autre, un peu comme nous parlait Marie-Claude tout à l'heure. Et pour certains de ces scientifiques-là, il s'agit en fait de jouer à Dieu et on s'aventure vraiment dans un terrain inconnu. Surtout que pour les espèces dont les écosystèmes ont disparu il y a longtemps, c'est le cas du mammouth, c'est pas clair comment les espèces vont vraiment réussir à s'intégrer dans les nouveaux écosystèmes qui sont présents aujourd'hui. Par contre, on souligne que la technique pourrait être utilisée pour aider des espèces en voie de disparition qui ont de la difficulté à se reproduire en captivité. On pense entre autres au panda qui est une espèce en voie de disparition actuellement. Alors, merci beaucoup, Jean-Daniel. Puis, on passe au mot de la fin.